Bonjour tout le monde. Je me présente. Moi, c'est Muriel Bournival. Je suis au CETAB Plus à Victoriaville. Donc, aujourd'hui, on vous invite à ce webinaire qui est financé grâce au plan d'agriculture durable, un projet qu'on avait, entre autres, sur le travail minimum du sol. Donc, aujourd'hui, j'invite Jean Caron de l'Université Laval pour un webinaire sur le compactage en culture intensive, agir aujourd'hui pour demain. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à Jean pour ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vois pas la salle, là, mais j'imagine que vous êtes nombreux, je pense, dans la salle audio. Alors, puis bienvenue aussi aux gens ici ce matin. Alors, moi, je suis professeur en physique des sols. Alors, j'enseigne les mouvements de l'eau dans le sol, les transferts de chaleur, puis la caractérisation aussi des sols. Et puis, ça fait que depuis un certain nombre d'années, à l'Université Laval, depuis 35 ans, en fait. Et puis, je suis aussi titulaire d'une chaire en conservation des sols organiques de la région de Montréal. Ça fait que j'ai travaillé en Montérégie ici pendant longtemps. On finit actuellement cette chaire-là, mais elle va continuer au cours des prochaines années. Puis, ça fait que je vais donner quelques exemples justement qui sont tirés de cette chose-là. Puis c'est ce projet-là qui nous a amené à travailler dans les sols minéraux aussi, parce qu'on a décidé de voir si certaines des tendances qu'on voyait en sol organique étaient aussi observées dans les sols minéraux. OK. Alors, oups, ça commence mal cette affaire-là. Oups. OK. Alors, le mandat qu'on m'a donné là-dedans, c'est en fait 3 points. Les constats vis-à-vis du compactage des sols, parce que, comme vous le savez, certains d'entre vous ont peut-être participé à l'étude de santé des sols de 90, peut-être, et celle aussi de 2023. Ça fait que nous, on a fait une étude en parallèle aussi. Ça fait qu'on va vous rapporter les constats qu'on a vus à ce niveau-là. Voir l'impact aussi au niveau des engrais, des rendements, de la rentabilité de la production de maïs grain. Et puis voir aussi les solutions proposées. Le constat est un peu alarmant, mais en même temps, il y a des voies de solution, puis il y a des moyens de le mettre en place. Puis c'est rentable de le faire, comme on pourra vous le montrer dans la présentation. Alors, dans un premier temps, ce sont des données qu'on a obtenues pour la région 14, donc pour la Montérégie, les données de l'assurance récolte qui nous montrent un peu les rendements qu'on a obtenus, qui sont obtenus dans la région au cours de la période 2016-2018. C'est des rendements dénominalisés, là, ça fait qu'on ne sait pas de quels producteurs ils proviennent, mais ce qu'on voit, les points importants sur lesquels j'aimerais attirer votre attention ce matin, d'une part, c'est que la médiane, ça veut dire la 50% des producteurs sont au-dessus de 11,2 tonnes par hectare par année en maïs grain, et puis 50% sont en dessous. Alors, les 50% de champs au-dessus de 11,2. Deuxièmement, il y a un 75% ici, le quartile 75% à 12,5 tonnes. Ça veut dire qu'il y a 25% et plus, il y a 25% des producteurs qui sont capables d'obtenir des rendements de 12,5 tonnes par hectare et plus, OK, dans la région 14, OK. Et à l'inverse, il y a aussi, en bas de 10 tonnes, c'est aussi un 25% de producteurs qui sont, c'est aussi un 25% de producteurs qui sont dans cette zone. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps à voir comment est-ce qu'on peut se rendre dans cette zone-là, quelles sont les caractéristiques un peu du groupe de tête qu'on pourrait appeler là, dans la distribution qu'on a. Alors, on a fait des suivis de terrain parce que le premier réflexe, évidemment, c'est de dire, c'est des gens qui mettent beaucoup d'engrais ou qui ont peut-être des bonnes pratiques de santé des sols. Alors, les premières choses qu'on a faites, c'est de se coupler en fait à des essais en cours qui avaient lieu un peu partout à Montérégie sur la fertilisation du maïs grain, avec des doses appliquées qui allaient de 0 à 250 kg à l'hectare par année, en plus de l'engrais de démarrage. Des essais qui ont été faits par pleine terre sur 3 années, puis nous, on est allé échantillonner au travers de ces parcelles-là certains indicateurs. Alors, et évidemment, la première étape, c'est de vérifier est-ce que les données que tu as prises au hasard, parce qu'on a pris 30 sites finalement au hasard sur 3 ans, est-ce que les données que tu as prises au hasard sont représentatives du portrait de la région? Alors, on peut voir ici, c'est la distribution des rendements sur les 3 années. On peut s'apercevoir qu'on est très proche de ça. La médiane ici est à 11,8 tonnes
avec un quartile à 13 tonnes. Le premier quartile à 13 tonnes, ça veut dire qu'il y a des gens, dans les essais, il y a environ 25% des essais qui étaient à 13 tonnes et plus. Alors, c'est quand même, on peut voir là, à toute fin pratique, c'est quasi identique à ce qu'on avait auparavant. Et puis, regardons d'abord l'engrais, parce que c'était des essais où est-ce que c'était normalement la seule variable qu'on faisait, sur laquelle on avait un certain contrôle. À part ça, c'était différents sites, différents modes de gestion, différents hybrides de maïs-grain. Alors, on voit la réponse ici sur 5 sites au hasard. Je vais revenir régulièrement avec cette diapositive-là. Dans le cadre de la production, la dose d'azote en fonction, la dose croissante d'azote, et puis le rendement en fonction de ces doses-là, qui peut aller de 9 à 14 tonnes. Alors, le premier constat qu'on voit, juste quand on regarde ça, c'est que dans certains cas, on peut obtenir des rendements de 14 tonnes avec des doses aussi faibles d'engrais que 100 à 150 kg à l'hectare. Puis, mais on voit que de façon générale, sur certains sites, plus on augmente l'azote appliqué, puis plus on va aller chercher de rendement. Alors, en général, quand on a des effets de compactage, c'est souvent ce qu'on observe, on peut compenser une partie en rajoutant de l'azote. Et puis, par contre, il y a d'autres sites où est-ce que la courbe de réponse est à toute fin pratique presque nulle. Là. Il n'y a presque pas de réponse. Puis là, tu restes collé à 11 tonnes. Tu n'es pas capable de monter beaucoup plus que ça. Fait que même si tu rajoutes de l'engrais, dans ce cas-là, ça ne te donnera pas grand-chose. Fait qu'on s'est intéressé à ce moment-là à aller voir dans nos autres variables qu'on a mesurées, quelles étaient la raison qui explique cet écart-là entre le site, si on veut, à 14 tonnes et puis les sites à 11 tonnes. Alors, évidemment, 12,5 tonnes, on l'a vu par les distributions statistiques, 12,5 tonnes et plus à l'hectare, c'est possible. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les conditions qui pourraient permettre d'atteindre ces rendements-là. Une des premières causes invoquées, peut-être le compactage des sols. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que 3 tonnes à la roue et plus, qui est la norme minimale, en fait, la norme maximale qu'on recommande dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un risque de compactage? Et puis, quand je pense que vous êtes très familier avec les travaux d'Odette Ménard, Louis Robert, etc., où la première étape, ça va être de faire des observations de profils comparés à différentes profondeurs pour voir si on trouve les marques typiques du compactage. Des horizons plus denses par endroit, une horizontalisation des systèmes de racines, des odeurs de soufre, etc. Si on observe un profil de sol, et puis qu'on est capable, avec de l'imagerie de contraste, d'aller voir comment se distribuent les pores. Donc, les vitres qui stockent l'eau et l'air à l'intérieur du sol. On va observer que, d'une part, quand on a un profil ouvert versus un profil plus compact, ce qu'on va observer, c'est la proportion de matériel noir qui représente en fait l'air dans un sol, ici dans ce cas-là, capacité au champ. En fait, elle va diminuer quand on va densifier le sol. Alors, évidemment, un premier indicateur serait d'avoir une mesure de la densité des solides, la proportion de blanc. Ça, c'est un indicateur qui va être relié avec ça, c'est la masse volumique apparente qu'on prend relativement simplement. Ce qu'on va observer aussi, c'est que la proportion des surfaces noires va diminuer. Donc, si on avait une mesure de cette proportion-là, qu'on pourrait mesurer, par exemple, avec la porosité d'air, la capacité au champ, on aurait un indicateur. Mais qu'est-ce qu'on voit en plus qui semble changer, c'est, si on observe sur la photo, ici, la diapo, qu'est-ce qu'on a l'air de perdre dans ces pores-là? C'est un peu le lien qui est entre les deux. Si vous observez comme il faut, la continuité entre les pores. Et ça, c'est très critique parce que la respiration racinaire, la respiration microbienne, va dépendre de la dynamique des échanges de gazeux. Le drainage, le mouvement de l'eau va passer par ces pores-là. Alors forcément, quand vous densifiez le sol, vous diminuez beaucoup sa capacité de drainage et sa capacité d'aération, qui sont ce qu'on appelle des indicateurs dynamiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés à la vitesse des échanges, donc avec la vitesse avec laquelle un sol respire ou un sol se draine. Et puis, c'est pas nouveau, là, ce que je vous amène là. Déjà, on a produit un guide HDEX ça c'est en 1995, ce guide HDEX du CPVQ sur la dégradation des sols. On disait que ça fait partie des indices qu'il faudrait diagnostiquer. Les paramètres dynamiques devraient être mesurés. Mais en pratique, très peu de gens le mesurent. Puis quand on veut observer des profils, oui, la première étape, c'est d'observer. Mais après ça, si on veut voir quel est l'impact, il faut arriver à quantifier. Alors,
qu'on utilise le plus récent guide de drainage souterrain qui vient de sortir, en fait, 2022, et puis ou le guide d'évaluation des systèmes de drainage, ben, dans les deux cas, en fait, on aura besoin, on recommande d'aller vers des caractérisations quantitatives de certains paramètres à différentes profondeurs pour produire des diagnostics plus précis, puis à ce moment-là, identifier les zones problématiques. Alors, quand on regarde, beaucoup de gens vont parler de santé des sols de façon générale. Si on parle de santé physique des sols, quels devraient être les indicateurs qui sont à choisir là-dedans? Bien, d'abord, des indicateurs statiques auxquels on faisait référence tout à l'heure, la porosité d'air à capacité au champ, la proportion d'air qu'un sol contient lorsqu'on l'a drainé et qu'il s'est ressuyé. OK? Ensuite de ça, la masse volumique apparente qui est ici. Et puis, par rapport aux indicateurs dynamiques, ben, la quantité hydraulique saturée, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être travaillé avec l'infiltromètre de côté, là, qui était disponible auparavant dans certains bureaux régionaux. Et puis, plus récemment, ben, les indicateurs de diffusivité des gaz, qui sont déjà proposés depuis les années 80, mais qui deviennent de plus en plus utilisables parce que la technologie a évolué. Alors, on va parler, je le mets en rouge parce qu'on va parler de cet indicateur-là avec plus de détails. OK, alors pourquoi? Parce qu'avec ça, si on a une valeur de quantité hydraulique, on est capable de calculer l'espacement que les drains pourraient avoir. Et on peut prédire aussi, est-ce que mon drainage devrait fonctionner, mon drainage souterrain devrait fonctionner, ou est-ce que j'ai pas plutôt un problème de compactage? Alors, en termes de diagnostic, ces paramètres-là vont être importants. Quand on s'intéresse à la diffusivité, bien, on va être capable de prédire un profil oxique, c'est-à-dire la distribution que l'oxygène devrait avoir quand le maïs-grain, par exemple, les céréales vont devoir respirer, OK, quand le besoin respiratoire va être important. Alors, quand on a une valeur de diffusivité relative, 0,03, ça veut dire, ou 0,038, c'est 3,8 de l'oxygène dans le sol va se transférer à 3 à peu près de la vitesse qui se transfère dans l'air libre. Ça veut dire que ça respire beaucoup moins dans le sol, c'est normal. Les pores sont moins nombreux et puis sont moins continus que dans l'air, ou est-ce que, en fait, c'est la continuité parfaite. Et puis quand on va atteindre le 0,05, le 0,05, c'est ce qu'on appelle le seuil d'ennoiement. Quand un sol va arriver à ce niveau-là, la matière organique, là, on change la population, il va y avoir un changement graduel, mais quand on va arriver à 0,005, là, ça veut dire que l'essentiel du profil devient anaérobique. Puis à ce moment-là, la dégradation de la matière organique ralentit. La matière organique s'accumule. OK? Alors, on pense que ça serait bien, mais en fait, c'est parce qu'elle se décompose presque plus. Il se minéralise moins de matière organique. Puis à ce moment-là, ben, c'est les dénitrificateurs qui prennent le dessus. Eux autres, ils vont prendre de l'azote puis ils le respirent. OK? Alors à ce moment-là, on s'en va de l'autre côté. Alors on arrive par exemple, si vous arrivez dans une dépression dans un sol, vous allez voir des poches noires, vous allez dire, ah, c'est bien de la matière organique. Non, c'est parce que ça draine mal que la matière organique a commencé à s'accumuler. C'est que le pourcentage de matière organique ne dit pas tout dans l'histoire. Il faut avoir une idée un peu de phénomènes comme ça. OK? Alors, on va s'en servir comme ça à partir de cet indicateur-là pour avoir une idée du profil oxique. Et puis, ce qu'il faut comprendre, je vais insister là-dessus, ça, c'est évidemment la diffusivité relative des gaz, cette proportion-là du taux respiratoire, va augmenter au fur et à mesure que l'air, il y a de l'air dans le sol. Hein. Alors, forcément, lorsque la proportion des pores occupés par l'air augmente, on voit la diffusivité augmenter, passer au-dessus du seuil d'aérobiose. Et puis après ça, au fur et à mesure qu'on ennoie le sol, il se draine mal, OK? Bien là, ce qu'on va voir, c'est que cette diffusivité-là va diminuer. Deuxième point important à regarder sur cette courbe-là, il y a des points noirs et puis il y a des points rouges. Les points rouges, c'est la diffusivité que vous auriez dans un sol à 1,1 grammes par centimètre cube de masse volumique apparente. Donc, un sol peu dense, avec une structure ouverte, va être dans cette zone-là. Ça veut dire que quand il se draine bien, quand il est relativement sec, ça diffuse bien, ça respire, OK? Il va avoir une bonne activité microbienne, une bonne activité racinaire. À l'inverse, un sol très compact, quand vous allez atteindre 1,5, puis je vous demande de retenir 1,5, dès qu'on va arriver dans la zone 1,5, quand même qu'on le drainerait beaucoup, OK? Il ne va pas arriver à diffuser suffisamment rapidement, à diffuser l'oxygène suffisamment rapidement. Alors ça veut dire que le système racinaire va en souffrir, OK? Et puis les microbes, eux autres, vont choisir d'autres accepteurs d'électrons pour respirer. OK? Ça fait qu'ils vont se tourner vers l'azote, le fer, etc.
Et puis, ces indicateurs-là ne sont pas nouveaux. On vient d'adopter, quand on fabrique des substrats artificiels, c'est un domaine qui est très actif, qui est très performant. Quand on construit des sols, en fait, c'est un des paramètres cibles qui est adopté par la Société internationale des sciences horticoles. Et puis, on va se servir de ce paramètre-là pour guider, en fait, la fabrication des substrats de culture. Et l'incidence que ça va avoir dans la respiration, mais souvent, quand l'oxygène qui va être disponible va être respiré par les plantes et les microbes. Mais à partir du moment où vous avez une perte d'oxygène dans le sol, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les racines, elles vont arrêter leur croissance. Elles vont continuer à horizontaliser et à se concentrer dans la zone où ça respire. Elles ne peuvent pas respirer autrement. Les microbes, eux, le prochain accepteur d'électrons, c'est qui? C'est les nitrates dans la séquence. Okay? Alors, forcément, la première affaire qu'ils vont commencer à faire, c'est compétitionner la plante pour l'azote en utilisant les nitrates pour respirer, et de façon très efficace, parce qu'eux autres, ils répondent en 24 heures, alors que la plante va répondre sur plusieurs jours. Et puis après ça, ils vont accepter le fer, le soufre. Alors, quand les gens disent « Ah, j'ai pas de problème de compactage », ça ne sent pas le soufre. Oui, mais tu peux très bien avoir... Au moment où ça sent le souffle, tu as tout perdu ton azote. Ça fait longtemps que tu avais un problème de compactage, mais tu ne l'as pas détecté. C'est pour ça qu'il faut aller dans un diagnostic un petit peu plus subtil si on veut gagner des gains de rendement. Et puis ça, c'est les travaux de Baleine. C'est un auteur de Nouvelle-Zélande qui a beaucoup travaillé sur la dénitrification puis le compactage dans les sols. Et puis qui montrait ici qu'à partir du moment où on obtient... Ça, c'est la proportion d'azote appliqué qui va être perdu sous forme de N2 et de N2O. Alors oui, tu vas le perdre sous forme de N2O, mais à la fin, tu vas aussi le perdre sous forme de N2. Mais tu vas perdre ton azote. Dès qu'on atteint 0.038, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Si la proportion commence à monter, quand on va atteindre 0.005, le seuil d'ennoiement, là, essentiellement, ça monte de façon exponentielle. Puis là, tu perds tout ton azote. Entre les deux, entre le 0.038 puis le 0.05, tu commences ici à avoir de la dénitrification puis à perdre d'efficacité dans l'utilisation de tes engrais. OK. Alors, on va parler, quand on parle de compactage, il y a évidemment la déformation du sol, la densification du sol sous l'application d'une charge externe, mais il y a aussi l'affaissement du sol, son tassement naturel. Et puis, quand un sol perd de la matière organique, il se densifie. Exemple, essayez de faire un béton. Des fois, on faisait une espèce de béton isolant en mettant de la paille dedans. OK? Vous allez voir que si vous mettez de la paille dans un béton, il va devenir isolant. Par contre, il va devenir pas mal plus friable. Hein? Je pense que tout le monde comprend cet exemple-là. Un sol, c'est la même affaire. À l'inverse, plus tu vas y enlever de matière organique, plus tu vas être capable de bétonner. Okay? Alors, c'est un peu la même chose. Quand on va donc faire la distinction, parce que nos sols sont non seulement compactés en surface, en profondeur, c'est-à-dire, mais ils sont aussi tassés en surface. Et pourquoi c'est en train de se produire? C'est que si on regarde les derniers inventaires, je m'excuse, le contraste n'est pas très bon, peut-être qu'en ligne, c'est un peu meilleur, mais ce que vous allez voir, c'est que les régions de production de grains, sud-ouest de l'Ontario, le Québec, jusqu'au centre du Québec, depuis le dernier inventaire, ça c'est les données d'Agriculture Canada, il y a une perte importante de matière organique dans les sols. Donc, ça veut dire qu'on perd de cette paille-là dans le béton, et puis le sol va avoir tendance à prendre en pain. Et malheureusement, ici, on a des types d'argile dans la composante argileuse qui sont pas autostructurantes. Ils ont tendance à bétonner, à prendre en masse, en fait. C'est dans ce qu'on observe comme perte de santé, il y a une perte de santé en surface du sol. Il y a aussi, évidemment, le poids à la roue qui va influencer la compaction en profondeur. Alors ça, évidemment, je pense que vous êtes assez familier avec cette notion-là. Plus on va augmenter pour une même dimension de pneumatique, la dimension du pneumatique, la pression dans le pneumatique va influencer la zone de compactage, mais pour une même dimension avec une charge supérieure, la zone de propagation de la contrainte résultant du poids de l'équipement va se propager beaucoup plus profondément que la ligne rouge. Et la ligne rouge, ça représente le bas de la couche de labour. Ça veut dire, si tu essaies de détruire cette couche-là, tu n'y arriveras pas s'il y a eu du passage d'équipement lourd. Alors, 3 tonnes à la roue, dans la plupart des tracteurs, ça le respecte. Dans la plupart des remorques à grains, des tonnes à lisier, ça ne le respecte pas. On est souvent au-dessus de ça. Et puis, une des questions qui revient souvent, qu'est-ce qui se passe quand j'ai de la circulation localisée? Évidemment, plus ça va aller, plus ça va compacter dans une certaine profondeur dans les zones de circulation localisées. Mais au moins, ça va éviter de compacter partout à grandeur de la surface du sol. OK.
cette notion-là est très importante. Il n'y a pas juste au Québec, c'est comme ça. Hein? Le portrait est généralisé pour l'ensemble de la zone de production de maïs gras en Amérique du Nord. Puis une des grandes préoccupations de John Deere, c'est justement des plaintes répétées des producteurs qui disent que leur équipement compacte de plus en plus les sols. Alors, c'est des données qui ont été présentées au Sénat, il y a un comité scientifique au Congrès américain, OK? Puis ça a été présenté par Keller et Hoare, des spécialistes du compactage. C'est ce que ça représente, l'ensemble de ces courbes-là. C'est la relation qui existe en fonction de la profondeur du rapport de la contrainte sur la résistance du sol. Ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est quand lorsque vous excédez une valeur de 1, une valeur de 1, c'est le niveau auquel ce que vous exercez comme force externe est supérieur à ce que le sol peut opposer. La résistance à la déformation ou la résistance à la fracture. OK? Fait que c'est la même affaire que j'embarque sur un 2x4 puis je suis trop pesant. OK? Ben, ça va être quoi mon poids? Quand je vais atteindre 1, c'est-à-dire mon poids va être plus pesant que la résistance de mon 2x4, ben, il va se briser. Fait qu'il faut le voir un peu comme ça. Alors, dans le cas d'un sol, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le sol, si le sol est humide, ben, il va se déformer, comme de la plasticine. Puis, s'il est friable, ben, il va se densifier, mais parce qu'il va se briser en différents fragments. Okay? Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on dépasse 1, quand on labourait avec un cheval, par exemple, on dépassait 1 très près de la surface jusqu'à à peu près une profondeur de 10-15 cm. Mais on labourait dans ce temps-là à peu près à 6 pouces. Avec une charrue qu'un cheval, vous alliez à 6 pouces, c'était difficile de faire un petit peu plus. Les tracteurs 1958, on excédait ça jusqu'au-dessus de la couche de labour. 1989, on a commencé à descendre, à atteindre à peu près 35 cm. Et puis avec les équipements qu'on a aujourd'hui, les remorques tractées notamment, on est rendu qu'on excède ce ratio-là jusqu'à une profondeur d'environ 60 cm. Alors, il faut s'attendre à ce que la zone compactée va être de plus en plus profonde. À 30 cm, c'est correct. 35, 40 peut-être. Sous-solé, quand on va être rendu à 75 cm, ça va prendre un méchant cheval en avant de ça. Hein? Ça va prendre. Ça, c'est un problème important là, par rapport à. Puis juste une comparaison que ces auteurs-là ont faite, c'est des poids très équivalents au plus grand des sauriens qui a occupé la Terre il y a 65 millions d'années. Puis on trouve encore les traces dans certains profils de leur passage. C'est qu'il y a quand même, on est rendu quand même pesant là, par surface de matériel. OK. Bon, alors on comprend tout de suite que si on pense qu'on a un problème de compactage, la première étape, c'est de savoir dans le diagnostic, oui, observer le profil pour savoir notamment à quelle profondeur est le problème. La solution va être très différente. Si on a un problème d'affaissement, si on a un problème de formation de croûte de battance, si on a un problème d'affaissement de sol, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une densification un peu partout dans la couche de labour, mais dans les deux cas, ça se gère par du travail de surface. Si on a une semelle de labour, c'est correct. Si c'est en profondeur, des fois, ça peut être parfaitement naturel, mais d'autres fois, ça peut être le résultat du poids, de la taille des équipements utilisés. Bien, dans ce cas-là, ça va demander des solutions plus agressives. Puis, on va voir qu'est-ce qui peut être envisagé dans ces cas-là. Okay. Alors, évidemment, l'intérêt d'aller vers ces paramètres-là, c'est qu'il existe des normes. Par exemple, pour les sables, les limons, les argiles, j'insiste ici sur le 1.5. Parce qu'ici, je pense que c'est ce que vous avez, là, des sols argileux ici, principalement, la principale texture est argileuse ici. Vous êtes sur la station, vous ne savez pas? 40 vous êtes, OK. Vous êtes dans du Sainte-Rosalie ici, je pense, de mémoire. Oui. Saint-Urbain, Sainte-Rosalie. OK, on va parler de ces séries de sols-là tantôt. Alors, quand on va dépasser 1.5, c'est le seuil à partir duquel la croissance racinaire cesse. Hein? Ça fait que ça devient problématique. Mais en même temps, à partir du moment où vous baissez en bas vous êtes un peu plus dense qu'1.1, là, vous commencez à avoir des baisses de rendement. Ça fait que ça veut dire que les effets du compactage se font sentir bien avant qu'on atteigne le seuil critique. Les sables, c'est moins alarmant quand on voit 1.5 parce qu'ils sont capables de prendre un petit peu plus. Naturellement, ils sont plus denses, mais eux autres, ça va être 1.8. Donc, il faut interpréter un peu par texture quand on arrive avec ces indicateurs-là. Des travaux qui ont été faits dans les années 80 par Guy Meilhus de l'Université McGill, mais ça, de mémoire, je me souviens plus, c'était du Sainte-Rosalie, c'est qu'elle travaillait. 4 différentes cultures, des parcelles répétées,
où est-ce qu'il montre la chute de rendement qu'on observe au fur et à mesure qu'on passe de 1.0 à 1.3. Donc, déjà, on s'aperçoit que pour le maïs grain, bien, ça, c'est du maïs en silage. Vous allez passer d'à peu près 16 tonnes dans leurs essais qui avaient obtenu à peu près à 8 tonnes, à peu près, là, lorsque vous passez de 1.0 à 1.3. Donc, le maïs, bien qu'on pense qu'elle soit très plastique, que ce soit une plante capable de résister, ben, son rendement va être affecté là, par la densification du sol. Alors, voici les résultats de ce qu'on a obtenu. Ils sont très cohérents avec ce que l'étude de santé des sols de l'IRDA a révélé. Bon, alors, on a mesuré en surface à 15, on ne voit pas très bien le contraste, là, mais la mesure est à 15 et à 30 cm. Okay? Alors, à 15 cm, ça, c'est la distribution de la masse volumique apparente. La majeure partie de ce qui est en dessous de 15 cm a une masse volumique apparente en bas de 1,5, mais il y a quand même une proportion d'environ 40 qui est au-dessus de 1,5. Donc, c'est des sols principalement argileux, qu'on a. On a des tilles aussi, des tilles dans l'est de la Montérégie qui ont été échantillonnés. Fait qu'on se retrouve avec quand même des sols qui sont relativement denses. Et puis, au fur et à mesure qu'on descend en profondeur, évidemment, quand on descend dans le 30 cm, ben là, vous allez jusqu'au 1,8, mais dans beaucoup de cas, vous dépassez le 1,5. Puis, il y a du Saint-Urbain, du Sainte-Rosalie en masse là-dedans. Donc, on est quand même à des niveaux élevés. Conséquemment, avec ça, on a environ 90 de la teneur en air à capacité au champ. Ça veut dire qu'on laisse l'échantillon se drainer et atteindre une discussion de 100 cm. On mesure la porosité d'air qu'il y a dedans. On va être environ en bas, dans 90 des cas, on va être en bas du 10 qu'on soit en surface ou en profondeur. Donc, le sol, il se tasse, là. Il est tassé en surface. Il n'est pas suffisamment aéré, pas suffisamment de matière organique, dans les cas qu'on a là. Il y a quand même des cas d'exception tout le temps, mais en même temps, il y a 90 qui est en bas. Et puis, plus profondément, mais c'est à peu près la même proportion. Et quand vous êtes en bas de 10 d'air, là, il y a très peu de gens qui vont argumenter avec vous comme de quoi on n'est pas dans zone à problème. On est classiquement dans zone à problème pour l'aération, et puis la plante va en souffrir à ce moment. Alors ça, dans ce cas-là, le drainage de surface devient critique, le drainage en profondeur devient critique, et puis ces sols-là sont encore plus susceptibles au compactage subséquent. OK, quand on regarde nos indicateurs dynamiques, la conductivité hydraulique saturée, en surface, c'est quand même le seuil de 1 fois 10 à moins 3. C'est le seuil qu'on utilise, admettons, pour déterminer à partir le seuil à partir duquel un drainage souterrain va être efficace, va bien fonctionner, à condition, évidemment, qu'il n'y ait pas de couche compacte là, présente en surface. On s'aperçoit que dans 40 des sols, il y a un problème de drainage en profondeur, un espacement que j'appellerais normal, aux 30, 40 pieds, 50 pieds, ne va pas fonctionner. Il va falloir aller avec d'autres solutions. Il va falloir travailler le drainage de surface puis le drainage profond dans ces cas-là. Okay? Puis densifier les drains, dans ce cas-là, on va voir qu'il faudrait le densifier passablement, de façon passablement importante. Deuxième point important, la diffusivité relative, on parlait du seuil de 0.03. 90 des sols, dans ce cas-là, sont dans la zone carrément où est-ce que vous commencez à dénitrifier. Okay? Alors, et puis plusieurs il y a à peu près peut-être un 25 qui est au seuil d'ennoiement complet. Ça veut dire l'azote que tu appliques, s'en va. Okay? Fait que, ça, évidemment, ça suppose que ça ne sera pas vrai si tu arrives, tu es chanceux, tu as eu un printemps très sec, OK, puis tu as réussi là, tu vas sauver les meubles, comme on dit. Mais si tu as quelques jours de précipitations soutenues, ben là, suite à l'application d'engrais, ben, tu vas voir ton maïs, il est pâle tout de suite en début de saison, et c'est normal, tu es en train de perdre l'essentiel de l'azote. Est-ce que ces résultats-là sont très différents de l'étude de santé des sols d'IRDA? On a comparé les données de diffusivité relative. En rouge sont les grandes séries de sols. Le Sainte-Rosalie, Saint-Urbain, c'est le 2 ici. Là. Ça fait que ça, c'est en bleu, on ne le voit pas très bien, le contraste, là, mais en bleu ici, on va s'intéresser à cette zone-là. Ça, c'est le 40 cm dans le profil. Dans le 40 cm, ici, dans le profil, vous avez, pour les séries de sols qui nous intéressent, là, la majeure partie des sols, même d'origine, il y avait des sols en bleu qui étaient les sols bien gérés ou, si on veut, des sols de référence, là,
en prairie depuis longtemps, OK? Et puis des sols intensément cultivés sont en rouge. Alors, on s'aperçoit qu'en rouge, là, les 3 séries de sols dominant la plaine de Montréal sont tout en bas du point 0,05. Alors, ça veut dire qu'ils sont à risque de dénitrification très important, puis à risque de perte d'efficacité de l'azote très important. En bleu, ça veut dire que même si on les drainait très bien, même à ça reste des sols à risque là-dedans, parce que naturellement, c'est des matrices argileuses, OK? Fait que ça veut dire qu'il faut vraiment les structurer, les aider à garder une structure ouverte le plus possible. Ce qui est plus encourageant, dans la couche de labour, dans le bas de la couche de labour, dans le 20 à 40 cm, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est que les parcelles de référence, elles, sont au-dessus de la valeur de 0,03 pour la diffusivité, donc ça respire bien là-dedans. Ça va minéraliser. Les minéralisateurs vont être capables de minéraliser la matière organique. Quand on va les mettre en culture de façon répétée, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre cette structure ouverte-là, puis on passe en dessous, encore une fois, du seuil critique d'ennoiement. Fait que donc, ça démontre clairement que ce sont des sols sensibles au mode de gestion, et ces données-là sont tout à fait cohérentes, en fait, avec ce qu'on a trouvé sur des sites plus répétés. On s'est intéressé aussi à ce qui se passait dans le 40 cm, parce que quand il va se densifier, plus il va être compact, plus il va contrôler le drainage profond. Okay? Parce que des fois, il va devenir plus compact que ce que tu as en dessous plus profondément. Alors, on a des effets psychédéliques dans la présentation. C'est pas moi qui les ai mis, hein? C'est pas. OK. Alors, on va comparer les mesures qui ont été prises en 90 puis les mesures qui ont été prises en 2022, 2023, la période 2019 à 2023. Pour les principales séries de sols, les groupes 1, 2, 3 qu'on retrouve, sol argileux de la région de Montréal. OK? Alors, vous avez les séries, on parlait du Saint-Urbain, Sainte-Rosalie. Vous avez Providence, Rideau, Chambly, Saint-Blaise, plus dans Montérégie vers Saint-Jean-sur-Richelieu et Napierville. Et puis le Saint-Laurent, Kakorski, Dalhousie, Saint-Laurent, Argile Saint-Laurent, plus coin de l'Assomption. Okay? On voit un peu ce qui se passe là-bas. Alors, à 40 cm, on est à 10-4, 10-3, puis on a dit tantôt 1 fois 10-3 et moins, ça veut dire 10.4, c'est moins, c'est 10 fois moins que 10.3. On commence à avoir des sérieux problèmes à ce niveau-là. Okay? Fait que ça veut dire que quand on était cultivé versus témoin, ce qu'on a observé, le rapport, il y avait un début de dégradation à 40 cm. C'était toujours plus bas dans le cultivé par rapport au témoin. Aux témoins vierges ou aux témoins, en fait, sous prairie permanente, etc. Et puis, quand on arrive dans l'inventaire de 2019 à 2023, où est-ce que la méthode à toute fin pratique est quasi identique. Là. Ça fait que ce n'est pas une différence méthodologique là-dedans qui peut être impliquée. Là, regardez, il y a encore cette différence-là. Par contre, là, on est passé à 10-5. Okay? Et 10-5 pour la capacité de drainage, puis une argile marine, parce qu'ici, c'est des fonds d'argile marine. Okay? Une argile marine, en fait, elle peut descendre jusqu'à 10.7. 10.8. Quand on fait des sites d'enfouissement puis qu'on compacte les argiles en dessous, ça peut devenir. Au début, ici, c'est un fond de lac, c'est un fond de mer, en fait, qui a graduellement été structuré par la forêt d'origine. D'abord par l'envahissement de végétaux, mais après ça, la forêt d'origine. Mais il fallait qu'il soit dans les 10.7, 10.8 pour empêcher l'eau de descendre en profondeur. Là. C'est pour ça qu'il a accumulé. Alors, l'impact attendu sur l'espacement des drains, ça fait qu'un espacement normal qu'on retrouvait dans le 10-3, vous étiez aux 60 pieds, 65 pieds. OK? Puis là, quand on parle aux vieux draineurs, ils vous disent oui, on arrivait dans ces valeurs de perméabilité-là, surtout dans le Saint-Urbain notamment. Saint-Urbain était bien connu pour avoir une haute perméabilité. Quand on arrive dans le 10.4, là, on passe des drains aux 20 pieds. Puis quand on est dans le 10.5, des drains aux 6 pieds. Fait que ça a un impact très important. Là. Vous comprendrez que personne ne met des drains aux 6 pieds. Hein? Mais en même temps, ça veut dire que le système alors, c'est normal que quand on est avec la batteuse, moniteur de rendement, on voit au-dessus des drains, le rendement est élevé. Puis entre les drains, le rendement est moins élevé. Puis on déduit tout de suite qu'on a un problème de drainage. Peut-être, mais on peut avoir un autre problème aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment le diagnostiquer comme il faut. Alors, une façon de le vérifier, dans un premier temps, c'est qu'on a pris 5 sites au hasard. On va installer ce qu'on appelle des relevés de profondeur de nappe. C'est un tuyau vertical. Je vous montrerai une photo tantôt là, pour ceux qui participent à la deuxième session. Alors, ce sont des tubes verticaux dans lesquels on met des capteurs.
Puis on installe ça au début du printemps, tôt. Puis après ça, on s'en vient les enlever juste avant qu'ils fassent le semis. Là. Ça fait que c'est assez, il faut quand même, c'est difficile à mettre en place et à gérer, là, c'est quelque chose. Puis après ça, on va le réinstaller à l'automne, un coup que la récolte est faite pour aller chercher le rabattement à l'automne. Alors, ce qu'on va regarder là-dedans, on va être capable de mesurer, c'est ce que ça montre, les petits points. Là. Ça, c'est la hauteur de la nappe par rapport à la surface du sol. La ligne rouge, c'est la profondeur des drains. OK? Fait qu'avec ça, en observant ça, on est capable tout de suite de voir, bon, ben là, ici, il y a eu une grosse pluie qui a été la même sur les 5 sites. On a pris 5 sites dans nos 30 sites au hasard, parce que c'est quand même quelque chose. On s'en va sur les drains où est-ce qu'ils devraient être. En général, ils ne sont jamais vraiment où ce qu'ils devraient être. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on en met toute une série de piézomètres pour être sûr qu'on pogne la position des drains, puis qu'on ait une idée du dôme de rabattement. Fait qu'on en met plein comme ça. Puis après ça, on observe sur toutes ces relevés de nappe-là, comment ça varie. Alors, normalement, après une pluie, ça va monter, puis après ça, on va regarder quand ça va descendre. Puis ce qu'on va regarder, c'est 3 choses. Est-ce qu'il retourne au niveau des drains, éventuellement? Hein? Fait qu'on va s'assurer que tous ces points-là, normalement, quand il ne pleut plus, ils vont retourner au niveau des drains. Fait qu'idéalement, si on regarde celle-ci, ben on regarde ici, presque toutes retournent au niveau des drains. C'est normal, il y a un dôme de drainage. Certains qui vont juste être entre deux drains, vont être un petit peu plus élevés, c'est normal. Mais de façon générale, plus c'est uniforme, plus ça va être uniforme dans le champ. Hein? Ça nous donne une première. Deuxième indication qu'on va chercher, est-ce que ça se rabat plus vite que la ligne qu'il y a là? C'est-à-dire la pente au début, là, est-ce qu'elle descend plus vite? Si elle descend plus vite, la flèche qui est là, c'est la recommandation du guide de drainage. OK? Fait que si ça descend plus vite, ça veut dire que ça va plus vite que la norme. Si c'est plus lentement, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Alors, des fois, le plus lentement, il se produit dans les jours qui suivent la pluie. Ça prend du temps, puis d'un coup sec, ça accélère. Ça, c'est typique quand vous avez une couche qui est assez compacte. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie à l'eau pour la traverser. Puis un coup qu'elle a traversé, là, elle finit par descendre. Fait que quand il y a des contrastes de perméabilité, on va le détecter à ce moment-là sur cet indicateur-là. Alors, on s'aperçoit finalement, on prend 5 sites au hasard qui avaient été drainés souterrainement, qui sont supposés être corrects. Finalement, quand tu regardes ça sur les 5 sites, à l'œil comme ça, est-ce qu'il y en a qui veulent s'avancer? En a-tu un qui a l'air de drainer mieux que les autres? Je pense que c'est assez évident. Le premier, là, c'est uniforme, ça rabat plus vite que le guide de drainage, puis ça ne perche pas. La nappe, elle ne reste pas perchée en profondeur avant de descendre. Donc, le premier est bon. Les 4 autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a, ça garde une nappe perchée longtemps, OK? Très près de la surface, collé très près de la surface. Celui-là, il ne serait pas pire, mais c'est juste qu'ici, ça traîne, OK? Et ça traîne et l'impact va être, comme on le verra plus tard, l'impact va être important sur le risque de dénitrification. OK. Oui? Oui? Le site? OK. 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 Alors, là, quand on regarde maintenant sur ça, c'est les 5 sites sur lesquels on avait des essais de maïs grain aussi. Alors, quand on regarde ça, finalement, le site qui avait le bon drainage, c'est le site en haut. Le site, ça se trouve être lui. Puis les autres sont, quand on a regardé maintenant à quoi ça correspondait, là, on se sert de nos critères dynamiques, puis on regarde ce qui se passe. Certains ont une très bonne diffusivité intermédiaire, drainage profond déficient, drainage très lent, drainage lent. Puis il peut être lent parce qu'il y a une couche compacte, ou il peut être lent parce qu'il y a des drains de bouchée. Ça, en fait, il faut être fouillé un peu partout pour essayer de comprendre ce qui se passe là. Mais il y a une chose qui est sûre, le site à 14 tonnes, lui, il y a un bon drainage, puis une diffusivité quand même relativement faible. Okay? Somme toute, là. Mais en même temps, il draine très bien. Ça fait que la chance qu'il tombe en conditions anaérobiques demeure limitée dans ce site-là. OK. Alors, souvent, on va tenter, puis c'est normal, c'est un réflexe logique, on va tenter de corriger le drainage conventionnel en rajoutant des drains. Alors, ça, c'est les lignes d'écoulement rouges. C'est la façon dont l'eau se rabat à partir de la surface après une pluie. Alors, essentiellement, vis-à-vis du drain, évidemment, il y a un potentiel de drainage élevé.
Ça fait que là, ça va drainer vite. Il n'y a pas une grande distance à parcourir. Plus on va être loin du drain, bien, plus l'eau elle doit parcourir un chemin long. OK? Alors, c'est pour ça qu'il va se former ce qu'on appelle un dôme de drainage, c'est-à-dire une zone d'eau qui va prendre plus de temps à finir de se rabattre, qui va descendre tranquillement. Alors, ça, c'est un drainage normal. Mais ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'un peu partout, ça va quand même se drainer relativement uniforme là, à la surface du sol. Quand on va avoir une zone compacte qui va se promener, là, le phénomène va être très différent. Le potentiel de drainage va être élevé seulement au-dessus du drain. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau va devoir circuler à l'horizontale. Puis en circulant à l'horizontale, c'est comme si installait un système d'irrigation juste à la surface de l'eau du sol. Fait qu'elle va noyer, en fait, les racines. Elle va maintenir une nappe perchée, en fait, près de la surface du sol. Puis si on ramène on rajoute un drain là-dedans, ce que ça va faire, oui, c'est logique, ça va améliorer le drainage vis-à-vis ici. Mais ça va avoir deux autres effets. Ça ne va pas corriger, en fait, le problème de compactage que vous avez en surface. Alors, le résultat, c'est que toute cette zone-là va continuer à être ennoyée, en fait, puis va continuer à dénitrifier. Puis après ça, bien, vous allez rabattre votre dôme de drainage en envoyant de l'eau qui, normalement, irait remplir l'aquifère profond. Vous l'envoyez d'un cours d'eau de surface. Okay? Ça fait que vous interceptez une partie de l'eau qui maigre là. Et puis, en maintenant une couche compacte aussi, vous allez augmenter le ruissellement de surface parce que vous diminuez l'infiltration de l'eau qui rentre dans le profil. Alors, la conséquence, c'est que votre sol, non seulement il se tasse en surface, il se draine moins bien, mais à ce moment-là, il va contenir moins d'eau. Il va retenir moins d'eau suite à des événements de précipitation. Il ne faut pas oublier une chose, le maïs-grain, là, ça, c'est des essais qui ont été faits au Colorado sur la réponse du maïs-grain au fur et à mesure que la température maximale enregistrée au cours du mois de juillet s'élève. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le maïs qui est irrigué, en fait, lui, il va voir son rendement chuter au fur et à mesure que la température s'élève. Mais le maïs non irrigué, lui, qu'est-ce qu'il va? Il va avoir une chute importante. Là. Vous augmentez de peut-être 3 degrés ici, puis vous passez de peut-être environ 180 à 120. Là. Vous perdez 30 boisseaux. Ça, c'est les Américains, là, c'est des boisseaux à l'encre. Fait que là, à ce moment-là, même si on pense que c'est une xérophyte, qu'elle va être résistante à la chaleur, pas si résistante que ça. Quand vous atteignez des 35, là, c'est bonne valeur, mais c'est proportionnel. Il n'y a pas un seuil. Ça diminue au fur et à mesure. Donc, vous rentrez moins d'eau dans le profil, vous augmentez la sensibilité de votre culture au stress hydrique, vous perdez de la résilience. T'sais. Fait qu'il faut corriger le problème à ce moment-là. D'où, dans le 3 tonnes à la roue, il y a un diagnostic qui est nécessaire, OK? Puis à ce moment-là, il faut revoir, OK, faut revoir vraiment quelles sont les causes du mauvais drainage. Est-ce que c'est juste du mauvais drainage? Est-ce que c'est du tassement? Est-ce que c'est du compactage en surface? Il peut y avoir différentes choses, mais la solution automatique, ce n'est pas de rajouter des drains. Il faut aller un petit peu plus loin dans l'interprétation. OK, 6,5 tonnes à la roue, c'est-tu trop d'engrais? Souvent, le réflexe, c'est de dire 6,5 tonnes à l'hectare, c'est-tu trop d'engrais? Alors, que ce soit qui proviennent d'un fumier ou qui proviennent d'un engrais minéral, ça, malheureusement, les seuls essais que j'ai sont sur les engrais minéraux. Alors, ça, dans ce cas-là, c'est les résultats d'essais de rotation de 20 ans qui ont été faits par Marilino et Ortiz-Torres. Où est-ce qu'on voit, par exemple, c'est le rendement en boisseau à l'acre qu'ils vont obtenir avec différentes doses d'engrais allant de 0 à 240 livres à l'acre. Alors, 240 livres à l'acre, c'est 270 kilos à l'hectare. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on obtient un rendement maximum, disons, à 200, avec 200 livres à l'acre. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que s'il était dans une rotation, par exemple, classique, rotation fourragère, 2 années de luzerne, 2 années de maïs-grain, bien là, il réussit à aller chercher son 200 tonnes avec 80 livres à l'acre. Okay? Donc, il y a un crédit d'azote qu'il va pouvoir aller chercher de cette façon-là. Et à l'inverse, au fur et à mesure qu'un sol va se dégrader, puis ça, plusieurs producteurs vont vous le dire, ils sont obligés de mettre de plus en plus d'engrais, mettre de plus en plus d'énergie pour aller chercher le même rendement. Alors, ça travaille d'un deux côtés. Les essais qui se rapportent, qui vont encore plus loin que ça, parce qu'il faut essayer, et malheureusement, ces données-là sont extrêmement rares, on va perdre
en fait, avec les années, on va perdre la productivité à ne pas faire de rotation. Puis si on regarde dans le maïs continu, ce sont des essais à la station de Harrow, en Ontario, sur la série Brookston. La série Brookston, elle ressemble beaucoup au Saint-Rosalie. Je dirais que c'est une des séries qui ressemble le plus au Saint-Rosalie. Et puis, c'est qu'ils ont, après 49 ans, en fait, 49, 50 ans, en fait, de production continue de maïs avec un petit tracteur. C'est un petit tracteur là, qu'il y a là-dessus. Et puis, ce qu'ils vont aller chercher, c'est 10 tonnes avec 150 kilos d'azote à l'hectare. Ils vont aller chercher 10 tonnes, bon an, mal an, de maïs grain à l'hectare contre 5,5 tonnes, en fait, en production continue. Donc, il y a un arrière-effet, il y a l'effet de densification du sol, puis je pourrais vous montrer les données, mais son sol s'est densifié de façon importante. Ça, c'est ce que vous réussissez à obtenir après 4 passages de herse pour arriver. C'est la granulométrie. Normalement, on devrait avoir des grains de café. Là. Puis là, la taille des agrégats là-dedans, c'est costaud. Là. Ça te demande 4 herçages pour arriver à faire un semis. Fait que la mauvaise levée fait partie des chutes de rendement observées. Alors ça veut dire qu'il y a quand même une perte de rendement qui est associée à ça, puis qui pourrait expliquer l'espèce. Et on voit la même chose, là, j'ai oublié de le mentionner, mais on voit la même chose du crédit d'azote. Pour eux, ils ont évalué à peu près à 70 kg à l'hectare. Donc, un 70 kg à l'hectare de plus que tu vas devoir mettre là, pour aller chercher un rendement équivalent. Dans le cas où tu y arriverais, mais eux autres, ils n'y arrivent pas. Là. Il y a quand même un différentiel qui se maintient. OK. Alors, et puis, ça correspond pas mal à ce qu'on voit quand on regarde la réponse à l'azote ici. Évidemment, ça, c'est de l'engrais minéral. Vous pourriez le voir comme des doses d'application de fumier à une certaine concentration d'azote. Mais on s'aperçoit que la personne qui a le 14 tonnes, là, quand on calcule la dose économique maximale, là, c'est du 60 kg à l'hectare pour le 14 tonnes. Il va chercher son 14 tonnes avec 60 kg à l'hectare d'azote. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je soupçonne, juste avoir ces données, je dis c'est un gars qui a un très bon drainage, OK? Puis il a sans doute des bonnes pratiques de rotation, puis il doit avoir un excellent état de santé dans ce cas-là. Par contre, il y en a d'autres, regardez, ces deux-là, intermédiaires, eux autres, il faut qu'ils rajoutent jusqu'à 200 kilos. Et je pense qu'une bonne partie des pertes de rendement ici sont associées à la dénitrification. Ils en perdent beaucoup sous forme de dénitrification. Puis le sol, son potentiel de minéralisation ne peut pas s'exprimer pleinement. Puis regardez les deux en bas. Eux, le rendement économique maximum est à 130 kg d'azote. C'est-à-dire, même si dans notre tête, on dit, je vais aller chercher mon 12 tonnes, c'est pas payant de le faire. Arrête là. Tu sais, ton état de santé ne te permet pas, puis l'économique est à 130 kg à l'hectare. Fait que tu pourrais en mettre moins et faire autant d'argent, finalement. Dans ce cas-là. OK. Alors, souvent, on va dire, moi, je regarde l'évolution de la distribution des rendements, puis c'est clairement un problème de drainage parce que ça suit la ligne de drainage. Mais bon, on est rendu assez avancé maintenant pour avoir des modèles de simulation qui nous permettent de prédire quel est l'effet d'une santé physique sur la distribution du rendement dans un champ. Et puis, quand vous observez un champ uniforme, là, supposons qu'on aurait un rendement moyen d'11 tonnes, notre médiane de tantôt. Si on a un problème de compactage, pas de problème de drainage, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est des rendements très élevés vis-à-vis du drain qui vont chuter très rapidement dès qu'on va quitter le drain. À l'inverse, un drainage mal dimensionné va donner une pente qui est beaucoup moins prononcée. Mais vous comprenez tout de suite que dans les deux cas, arrive dans un champ, puis essaie de voir ça, là, dans les deux cas, ça baisse vis-à-vis des drains. Ça fait que tu pourrais aussi bien avoir un problème de compactage qu'un problème de drainage, puis l'apparence visuelle va te dire un peu la même chose. Fait qu'on a fait des scénarios, puis on a regardé selon la décision. La personne y va à l'aveugle. Puis elle dit, moi, je pense, j'ai un problème de compactage, je redraine. Ou j'ai un problème de drainage et de compactage et je redraine. J'ai un problème de drainage, je décompacte. Quels sont les gains de rendement qu'ils vont aller chercher? Il pourrait aussi tomber sur la bonne solution. Il y a un problème de compactage, il décompacte. Il va aller chercher plus de gains de rendement. Mais normalement, on peut calculer en moyenne, ça va lui donner quoi? Il va aller chercher à peu près, s'il ne mesure pas, puis il va au pif, il va aller chercher à peu près 0,9 tonnes. Puis les producteurs sur terrain nous disent on pense aller chercher 1,5 tonnes, ils ne sont pas loin, versus 1,7 tonnes s'ils diagnostiquent comme il faut puis apportent le bon correctif. Et puis en pratique, on a vu que 90% des sols à Montérégie sont compactés. La plupart vont prendre cette intervention-là, drainage et compactage. Ils vont avoir un problème de drainage et de compactage, comme on vient de le voir, mais ils vont aller chercher à peu près 0,2 tonnes. Okay? Fait que ce qui fait en sorte que
Si tu fais juste observer le profil, il faut aller un petit peu plus loin pour être capable d'apporter la bonne solution. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Puis il faut comprendre aussi que la dégradation, là, ça ne se produit pas d'un coup sec. Tu vas commencer à cultiver, tu vas abandonner tes rotations, puis au tout début, tu ne le verras pas. Puis sur plusieurs années, voir une chute d'à peu près, parce qu'on peut l'estimer, passer de 10 à 6 tonnes, ça vous donne à peu près 1,2 tonnes sur 50 ans. Bien, vous allez perdre 1 par année. C'est très difficile à avoir dans un champ, vous perdez 1,2 par année avec une rotation maïs-soya, par exemple. Fait qu'on a fait on s'est servi de ces données-là avec un taux de dégradation de 1,2 C'est confirmé par d'autres dans la littérature. On a mis des prix, là, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, ils sont là si vous voulez y retourner, là. Mais on a pris du maïs, on se base en fait sur l'étude technique économique du secteur maïs-grain 2021. Fait qu'on prend ces chiffres-là, puis on fait des calculs de quel serait l'effet de la dégradation sur la rentabilité de la production de maïs-grain. Donc, les coûts de production restent pareils, mais c'est juste le rendement qui chute parce que la personne, son sol se dégrade. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que vous êtes à 12,5 tonnes, donc on est dans le quart supérieur. Et puis là, avec le temps, on perd du rendement. Ça fait qu'après 5 ans, on va être à 11,75 tonnes. Pas évident à voir. On va être rendu à 10 tonnes. Donc là, on est rendu dans le quart inférieur après 16 ans. Ça prend donc du temps avant de s'observer, après 16 ans. Mais regardez, au niveau de la production, on a mis un scénario dans lequel le producteur, tout restait pareil. Il passe de 587 de profit net par hectare à 35 $. Après ça, s'il faut qu'il rajoute de l'azote, puis ils mettent plus d'énergie au labo, on l'a estimé, ce que ça pourrait représenter, d'après les données de la littérature, bien là, c'est plus tout à fait le même portrait. Là, il va être rendu à peu près, au bout de 16 ans, il produit à perte. Puis même après 10 ans, quand il a atteint 10,8 tonnes, qui est un peu la moyenne, là, tu es rendu que tu produis à perte. Excepté que c'est une perte, pas une vraie perte, dans le sens que ça inclut l'achat de la terre et les frais de financement de la terre. Fait que si tu n'as pas payé ta terre, tu l'as hérité de ton père, tu fais encore de l'argent, mais d'un point de vue comptable, ça serait plus payant de vendre ta terre puis de la placer à la banque. C'est ça que ça veut dire. Tu ne fais plus d'argent avec ça. Puis si tu doubles les drains, tu viens compenser en partie. Comme on l'a vu, il y a quelques tonnes, quelques fractions de tonnes qui viennent compenser. Sur l'ensemble de l'entreprise, c'est ça, vous passez d'une entreprise rentable ici, mais si vous ne maintenez pas cette moyenne-là, année après année, graduellement. Donc, c'est donc un système qui n'est pas durable à cause de cette dégradation-là, qui est très difficile à observer. Si vous la mesurez pas, ça va être très difficile de la quantifier. Alors, on a regardé ce que ça donnait. Au fur et à mesure que le rendement chute, les frais d'énergie vont augmenter, puis les frais de travail du sol vont augmenter. On se retrouve essentiellement en l'espace de 30 ans avec, tantôt, on a montré 10 ans, on a fait varier ça, on avait présenté ça au rendez-vous du végétal, on avait mis d'autres prix, les prix de l'époque pour le maïs-grain puis l'engrais. Et puis là, dans ce cas-là, on se retrouvait, ça prenait 30 ans avant que ça soit vraiment plus payant, tu fasses carrément plus de profit net à produire du maïs-grain soya. Donc, ce n'est pas une voie durable, et même à long terme, ça met en danger la production. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que c'est ça, quelle est cette troisième culture? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce qu'on devrait revenir à une production de luzerne? Il y en a peut-être qui ont gardé leurs vaches, puis ont encore une production fourragère. Puis il y en a d'autres qui disent, moi, je voudrais faire un engrais vert, puis juste l'enfouir. Alors, on va regarder ce que ça peut donner. Est-ce qu'on devrait se tourner vers l'agroforesterie? Est-ce qu'il y a un potentiel de ce côté-là? Est-ce qu'on devrait se tourner vers autre chose? Est-ce que ça peut restaurer les sols, puis est-ce que ça peut les décompacter? Fait que je présente les résultats d'une étude, ça c'est une étude, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, je ne me souviens plus de l'analyse statistique qu'on utilise pour ça, mais en tout cas, c'est on a regardé qu'est-ce qui allait plus améliorer l'infiltration, le taux d'infiltration de l'eau dans des pratiques de conservation. Et puis, plus vous êtes au-dessus de cette ligne-là, plus ça a un effet marqué. Alors, on voit ici que les systèmes pérennes, les systèmes agroforestiers, il est classé comme ça, agroforestier, prairies permanentes, forêts aménagées. Ils ont recensé toutes les études qui ont été faites sur ces pratiques alternatives-là, sur l'ensemble des environnements de production de la planète. Ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors, dans quelle mesure ça s'applique au Québec? Ça, c'est une autre question, mais ça donne quand même une idée des tendances. Alors là, ce qu'on voit, c'est que les systèmes pérennes, agroforestiers, prairies permanentes, forêts aménagées, sont ceux qui ont le plus d'effet. Les cultures de couverture ont quand même un effet, mais il faut quand même comprendre qu'on est en Europe, parfois, où vous pouvez avoir des
cultures de couverture qui sont là 4-5 mois de temps, là, puis qui vont développer de la biomasse puis un système racinaire profond. Là. Ça fait que faisons attention avant de trop extrapoler. Puis il y a un aspect qui est un peu encourageant, c'est que dès qu'on va tomber à plus que 30 d'argile, donc on est dans l'aume limono argileux, puis on s'en va graduellement vers les argiles, bien, les effets des cultures de couverture sont inexistants. Là, fait que c'est un peu ce que la méta-analyse révèle, en tout cas. Fait que sur la santé physique des sols, je ne dis pas sur d'autres facteurs, d'accord? Fait qu'ils ils ont des effets sur bien d'autres choses, mais pas là-dessus. Ça, c'est... on pourra en revenir. On a fait une synthèse de ce qu'on trouvait dans la littérature. Là, ce qu'on a fait, c'est que nous autres, on a fait une analyse similaire en prenant 12 sites qui ont fait des essais de rotation de long terme, OK? Québec, Ontario. Et puis, ce qu'on a pu voir au cours, puis qu'il y avait des périodes en fourrage aussi suffisamment longues pour être valables. Alors, ce que ça démontre par rapport à nos indicateurs, quand vous passez de la forêt d'origine vers des fourrages, vers du maïs grain, bien, le sol va se densifier. Vous allez passer de 1,3 à 1,45. La porosité d'air, elle va diminuer. Le sol est très aéré, puis il y a de moins en moins d'air dedans. OK? Vous allez passer en bas du 10 en production continue de maïs grain soya. Vous allez rester au seuil de 10 quand vous avez une rotation fourragère. Alors, quand je dis fourrage, ce n'est pas fourrage permanent. Là. C'est rotation fourragère. Ça fait que vous avez une rotation 2 ans, puis 2 ans maïs grain. Les quantités hydrauliques saturées vont changer d'un ordre de grandeur. Ça fait que c'est très cohérent avec ce qu'on voyait dans l'étude de santé des sols. La diffusion des gaz va graduellement diminuer au fur et à mesure que vous allez mettre du maïs grain. Donc, on perd de la santé, évidemment, avec ces systèmes-là. Les fourrages permettent de les maintenir à des niveaux plus intéressants. Puis on a travaillé dans les sols organiques. On travaille des sols qui sont abandonnés, puis on les reconstruit. On essaie de les reconstruire. Fait que des sols qui sont rendus trop minces, puis qui ont atteint le seuil d'ennoiement. Ils sont en train de retourner en milieu humide, en fait. Puis à ce moment-là, bien, on est au seuil d'anaérobiose dans les témoins. Puis ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pousser du sol. On a regardé comment ces systèmes racinaires puissants-là allaient modifier la structure du sol. Parce qu'en dessous, on va souvent retrouver un fond argileux là, très, très dense, puis des faibles propriétés de drainage. Alors, assez rapidement, ce qui concerne la diffusion des gaz, en dedans de 3 ans, on va retourner au seuil d'aérobiose. Tu passes d'un milieu qui est carrément asphyxiant, un milieu qui respire beaucoup plus. Et puis, cette tendance-là, en tout cas, a l'air de se maintenir sur les autres essais qui ont duré plus longtemps. Alors, on passe du seuil de 0,005, puis on dépasse le seuil de 0,038 avec le sol. Alors, c'est très intéressant pour les producteurs. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand on va les remettre en culture, parce qu'après un certain nombre d'années, ils vont tout faucher ça, puis ils vont remettre ça en culture. Combien de temps on va garder l'effet? Ça, on n'a pas de résultat là-dessus, malheureusement. Pour le drainage, on a essayé un paquet d'affaires. Okay? Ce qui est intéressant d'un sol organique, vous allez dire, c'est pas la même affaire qu'un sol minéral. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'avantage de ça, c'est qu'il répond vite puis il se dégrade vite. Ça fait que tu es capable de voir des réponses beaucoup plus vite que dans les sols minéraux qui peuvent prendre 10 à 20 ans avant de bouger. T'sais. Fait que on a essayé des rotations longues, on a essayé des engrais verts, on a essayé des drainages conventionnels, amendements de surface, des tranchées drainantes. Okay? La seule affaire qui a vraiment bien fonctionné, c'est d'aller entre, par exemple, les zones de semis, puis aller planter des haies de saule. On les plante pendant 2 ans, on les fait pousser pendant 2 ans. Quand le système racinaire a défoncé la couche compacte, on les fauche complètement, on les laboure, puis là, ils recultivent dedans, directement. Vous n'êtes pas le gars le plus populaire à proposer ça, je peux vous le dire d'avance. OK. Alors, 2 critères de comparaison quand on va s'intéresser au drainage. Le rabattement, la vitesse avec laquelle le dôme va baisser au centre de la parcelle, puis la quantité hydraulique, qui est la capacité du sol à transporter l'eau, en fait, en conditions saturées. Alors, dans les sols organiques, on l'a mesuré, ces 2 critères-là. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les sols en noyer, évidemment, on est dans le 10-4, on est bien en bas du 10-3. Là, ça prendrait des drains aux 7 mètres pour avoir un rabattement de 30 cm par jour. Il y en a qui drainent aux 8 mètres en passant, ils drainent aux 7 mètres, 8 mètres en sol organique, même certains aux 5 mètres. Puis après ça, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on met ces haies-là, on peut retourner vers un rabattement avec des drains aux 22 cm. Alors, c'est un gros impact financier, ce genre de facteur-là. Ça fait que je peux vous dire qu'actuellement, dans la cohorte de producteurs qui travaillent avec nous autres, il y en a environ le tiers qui s'en vont vers ça. À contre-cœur, mais ils vont pareil, parce force d'avoir échoué à essayer de faire autre chose qui ne fonctionnait pas finalement. Fait que, alors, on a regardé dans la littérature, c'est
certains essais de reconstruction des sols, voir qu'est-ce qui se passait. La diffusivité, on va peut-être passer un peu vite, puis c'est la même tendance de toute façon que pour la conduite hydraulique saturée. Alors, ce qu'on s'aperçoit, parce qu'on peut se dire, je suis un producteur, mon sol est dégradé, qu'est-ce que je fais si je retourne dans une rotation fourragère, combien de temps que ça va prendre avant de bouger? Les producteurs sur le terrain vont nous dire à peu près une dizaine d'années, 15 ans avant que ça commence à bouger. Ce qu'on voit dans la littérature, on s'aperçoit que ça prendrait, on le sait pas. Il y a des points qui commencent à s'élever ici, mais la courbe qu'on a, ça, c'est des courbes caractéristiques des réponses des systèmes biologiques. Quand on a des systèmes en rotation fourragère, en fait, ils pourraient prendre une vingtaine d'années à s'améliorer. Peut-être pour ça aussi que ça prend un certain nombre d'années avant de voir les effets de dégradation. Donc, il y a quand même une période de transition qui est costaude ici. Le seul essai de restructuration de sol en culture qu'on a vu, c'est ça en Allemagne. Fait que là, on vous met ça avec des bémols, là, mais on a vraiment fouillé pour trouver autre chose, mais c'est tout ce qu'on avait pour les sols minéraux. Puis il indique que la réponse dans des systèmes ligneux est beaucoup plus rapide, ce qui correspond à ce qu'on voit en sol organique aussi. Là. Parce que c'est des systèmes racinaires puissants qui sont là en permanence, qui dessèchent de façon importante le profil, fait qu'ils vont fragmenter le sol. Des fois, on pense à ça, on dit la racine, elle casse le sol, elle casse pas le sol. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va déshydrater le sol, puis après ça, la déshydratation va créer une zone de fracture qui va apparaître entre les deux. Si vous regardez dans les rangs de maïs, parfois, quand vous avez des sols compacts avec une croûte de battance, la cassure, elle se produit à la position entre rangs avant de se produire sur le rang d'abord. Puis, mais c'est le phénomène typique de fragmentation. Puis on ne s'inscrit pas en faux. Il y a un récent rapport européen qui a été publié par Barkema et collaborateurs 2023. C'est le rapport d'un comité européen sur la décompaction des sols. Ce qu'il dit, c'est que d'abord, si on veut suivre, prenez des paramètres dynamiques, ça fait que je n'insiste pas là-dessus. Par contre, quelle est la technique à privilégier? Puis je vous ai mis le texte en anglais pour que vous puissiez le consulter de vous-même. On a préféré les méthodes mécaniques longtemps, mais on recommande maintenant l'utilisation de plantes à système racinaire profond qui atteignent rapidement les horizons inférieurs. Donc, il conclut eux aussi là, que juste avec la mécanique, on n'y arrivera pas. Ça prend une combinaison des deux minimalement ou des systèmes racinaires puissants dans les cas les plus extrêmes. Fait qu'évidemment, 10 tonnes de biomasse par hectare sans engrais, je ne veux pas insister là-dessus. Des gens disent, oui, mais les engrais verts, ça peut marcher, le sec, ça peut marcher. Le problème que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas ces données-là. Puis comme on l'a vu, ça prend des 20 ans avant de bouger dans les sols. Fait que ça prend vraiment des essais de rotation qui auraient été faits sur un grand nombre d'années avant de pouvoir dire qu'on a des données solides pour ça. Il y a de l'espoir peut-être de ce côté-là, puis qu'on l'a vu dans la méta-analyse. On est sans doute dans des effets intermédiaires, mais aujourd'hui, je n'ai pas ces données-là pour conclure là-dessus. Fait que je vais juste regarder ici. J'ai-tu encore un peu de temps? OK. Alors, il y a une tonne d'argent en jeu. Et là, ce qu'on a présenté comme scénario pour voir c'est quoi l'impact financier de l'implantation d'une rotation, parce que les gens disent, j'ai plus de verre, je ne vais pas faire du foin, il n'y a pas de marché pour le foin, puis je vais tout perdre. OK. J'ai mis un scénario où tu perds tout. OK? Ou est-ce que tu dis, je fais juste pousser de la luzerne pendant 2 ans, je fais juste la faucher périodiquement, je la laisse au sol, puis après ça, je l'enfouis. Puis je regarde, ça va être quoi. Fait que j'ai calculé maintenant, c'était quoi l'impact en prenant des coûts de production. J'ai calculé l'impact que c'était sur ses profits. Forcément, il ne fait pas de profit sur s'il commence à faire ça, à dire je prends la moitié de ma ferme. Fait que là, on a un producteur, le portrait type, 127 hectares en production de grains. Il prend la moitié de sa ferme, puis il dit je retourne vers des rotations pour reconstruire mon sol. Puis je mets tout ça en luzerne. OK? La moitié de ma surface, puis l'autre moitié, je cultive. Alors, on y va avec ce scénario-là. Fait que dans ce cas-là, il y a le scénario où est-ce qu'il est à 12,5 tonnes, puis il continue dans sa rotation maïs-soya, puis là, son rendement chute en fonction du temps. Dans l'autre cas, il est à 12,5 tonnes, donc il est dans le 25% supérieur. Puis là, j'introduis mes rotations. Donc, je perds du revenu sur ma ferme. Mais il maintient tout le temps son profit net parce qu'il maintient sa santé des sols, comme on l'a vu avec ses paramètres. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il fait 75 000 sur l'ensemble de la ferme s'il est tout en maïs-grain. S'il s'en va faire 2 ans de luzerne, il passe à 33 000. Donc, il y a une perte de revenus, puis c'est pour ça que le producteur, puis il a raison de dire ça. Première année, jamais je vais faire ça, je vais perdre trop d'argent. OK. Mais maintenant, est-ce que ça va être vrai? Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ça va être vrai dans 10 ans d'ici? Dans 5 ans, après sa rotation, qu'est-ce qui se passe?
son profit net a baissé. Sans doute qu'il est plus de ce coin-là parce qu'il a commencé à mettre plus d'énergie puis plus d'azote dans ses sols. Et puis, le revenu sur la ferme, il est plutôt dans le coin de 52 à 24 000, mais dans ces parcelles qui ont été soumises à des rotations, là, dans ce cas-là, le revenu à la ferme, il reste dans le coin de 33 000. Et puis, c'est finalement l'année après 10 ans que là, tu vas atteindre à peu près l'équilibre entre les deux. Dans le meilleur des cas, il est à 26 000. Puis là, il a protégé son revenu, autrement dit, et il a atteint un équilibre durable avec moins de revenus à la ferme. Il travaille 2 fois moins. Alors que le réflexe, ce serait de dire, mes profits baissent, je vais agrandir ma ferme, maintenir mon profit. Peut-être qu'il peut y avoir une autre réflexion amorcée, puis dire, peut-être que je réduis mes surfaces, je vais avoir moins d'endettement, puis à ce moment-là, je protège mes revenus à long terme en investissant dans la santé de mon sol, parce que c'est ça qu'il va faire. Il va se trouver à investir en sacrifiant une partie des surfaces, il va se trouver à faire de l'investissement dans son fonds de terre. Alors évidemment, là aussi, je ne suis pas le gars le plus populaire du coin quand je dis ça. OK. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas ce constat-là? En fait, on ne mesure pas, puis on a fait des enquêtes là-dessus, puis les producteurs sont prêts à payer à peu près, les consultants nous le disent, à peu près 25 à 38 piastres l'hectare, une fois aux 3 ans, pour avoir une idée de la santé physique. Bien qu'on reconnaisse que ça rapporterait à peu près 350 à 370, puis c'est par hectare aux 5 ans de poser de bons diagnostics et que c'est à la base de décisions importantes. Comme une intervention de drainage, je veux dire, ça peut vous coûter 3 500, ça peut vous coûter jusqu'à 5 000 selon la densité par hectare. Il faudrait être sûr que c'est la bonne décision. Le drainage de surface pourrait être plus approprié dans certains cas. Alors ça, il faut un peu en avoir une idée. Puis ce qu'on constate beaucoup, en ce moment, on implante un plan de conservation des sols organiques avec les producteurs maraîchers. La grosse partie de l'économie, ça vient de la spatialisation de l'intervention. C'est qu'il y a des zones dans le champ, si tu mesures, tu t'aperçois, là, tu n'as pas besoin. Tu peux attendre 10 ans, là, c'est correct, là, il faudrait que tu fasses telle autre chose, là, tu pourras en mettre moins. Finalement, ça se paye tout seul parce que tu vas spatialiser l'intervention, c'est-à-dire il y a la moitié de ta ferme qui va avoir des modifications. Puis c'est les gros gains de l'agriculture de précision en passant. Ça fait que OK. Et puis il y a des aides gouvernementales pour ça. Maintenant, vous savez peut-être qu'il y a un nouvel acte agronomique qui s'appelle le plan d'accompagnement agro-environnemental, dans lequel il y a un portrait de la santé de l'entreprise qui doit être fait, qui inclut un portrait de la santé des sols. Et ça, c'est quand même subventionné à 75 là, par le ministère. C'est qu'il y a quand même une aide à cette transition-là. Et puis là, je liste qu'est-ce qui peut exister. Et puis là, quelles sont les voies d'avenue là-dedans? Supposons, OK, je suis à 12,5, ça va bien. Moi, mon réflexe serait de dire, j'essaye de me maintenir comme ça, puis je garde des rotations, OK, pour garder ma santé des sols. Mais je suis rendu à 10,1, puis j'aimerais ça revenir en arrière. Et je sais que je produis à perte, donc je n'ai pas l'argent pour arriver à faire cette transition-là. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu vas l'avoir encore moins dans 10 ans. Fait que la situation va empirer. Fait qu'il faut que tu bouges, OK? Puis le fait de retarder la décision, c'est pour ça qu'on dit dans le titre Agir maintenant, c'est que le fait de retarder la décision, ça va juste empirer les choses. Alors que normalement, il faudrait commencer des essais de rotation sur petites parcelles pour voir finalement quel est le gain de rendement que je peux aller chercher, puis quelle est ma dynamique de récupération. Dans un premier temps, dans le futur, je ne dis pas que c'est actif en ce moment, mais de plus en plus, on va regarder à rétribuer les services écosystémiques rendus. Alors, c'est déjà très actif en Europe. Le Sénat américain, il y a eu un rapport déposé par des experts au Congrès américain. Là, évidemment, avec Trump, on ne sait pas ce qui va se passer. On fait peut-être partie des États-Unis. Qui recommandait d'ailleurs que l'agriculture fasse partie de cette transition-là, mais qu'on rétribue de plus en plus les systèmes éco-forestiers. Pourquoi? Agroforestiers, parce que ce sont eux qui offrent le plus grand potentiel de crédit de carbone, hein. Pas juste les rotations de base, mais il faut réfléchir, en fait. Il faut amorcer une réflexion sur un accompagnement financier pour amorcer la transition. Okay? Parce que c'est sûr que ceux qui sont dans cette situation-là sont en difficulté, puis s'ils restent dans cette situation-là, ils vont être encore plus en difficulté dans les prochaines années. C'est pour ça que je vous parle, je passe rapidement là-dessus. Là, on est dans le futur, OK, dans le tangible. Il y a quand même des gens qui monnaient des crédits de carbone, OK? Et ça,
Au Québec, évidemment, ça demande, je vous mets des bémols là-dessus parce que ça demande une certaine vérification. Okay? Il y a beaucoup de calculs européens qui tiennent la route, puis les gens qui se sont penchés là-dessus, c'est quand même pas un club de demeurés, là, mais en même temps, ça ne s'applique pas nécessairement ici parce que les périodes de production sont nettement plus courtes. Okay? Fait que je vous dis ça sous toute réserve, mais ça serait une des façons. Puis ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, puis ça, c'est le dernier rapport de la vérificatrice générale, du vérificateur général, la commissaire au développement durable, qui disait que de plus en plus, en fait, les programmes d'accompagnement verts vont être assujettis à des mesures quantitatives. Fait que la simple déclaration de dire je fais des bonnes pratiques pour mes sols, ça ne passera plus. Pourquoi? Parce que quand tu t'aperçois qu'il y en a 90 qui sont en zone à trouble, dans les productions de grains, évidemment, c'est pas vrai pour ceux qui sont, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent en production fourragère, mais quand tu es dans cette zone-là de trouble, ben, c'est pas vrai que c'est un système durable. Ça serait un peu pas tout à fait logique de continuer à s'en aller dans cette direction-là sans encourager une migration. Le sénateur Black, le comité a formé un comité sénatorial qui fait le même constat de dégradation des sols et qui demande qu'on doit constituer un inventaire canadien de l'évolution de la santé des sols parce que c'est alarmant. Fait que la pression pour caractériser va être de plus en plus importante. Et puis, évidemment, la diversification de l'agriculture apparaît comme nécessaire. Vous reconnaissez peut-être l'ancien ministre Saint-Pierre et l'ancien sous-ministre Saint-Pierre, c'est-à-dire l'agriculture, l'ancien directeur de la finance agricole, puis qui concluait récemment qu'on doit carrément chercher à sortir du modèle classique maïs-soya parce que c'est pas durable à long terme comme système de production. Le rapport que je vous citais tout à l'heure du gouvernement américain. Et puis, pour ce qui est des systèmes alternatifs, il faut les encourager, il faut les documenter. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de données aujourd'hui. Et puis, juste sur des calculs de biomasse et de cycle de production, leur potentiel de modifier les choses demeure intermédiaire. Ça, il faut quand même être conscient de ça. Là. Mais ça ne veut pas dire que c'est peut-être une voie obligée parce que c'est pas vrai que demain matin, il y a des producteurs vont retourner à des rotations en luzerne, c'est-à-dire pour les enfouir. Là. Mais en même temps, si on veut des changements rapides, c'est sûr que ça, c'est des systèmes démontrés, qui ont des effets démontrés, puis pour lesquels la rentabilité est là. À long terme, la rentabilité est là. À court terme, non. Mais à long terme, oui, c'est elle qui va assurer la meilleure santé financière de l'entreprise. Ça fait que, recommandation pour terminer, agir maintenant. Plus on va retarder, on l'a vu, plus on va prendre du temps à réagir, pire ça va être. Reconnaître le coût inhérent de la dégradation dans le sol. Si on ne met pas dans le calcul économique, si on se présente et on dit, moi, je veux financer l'achat d'une terre sur 25 ans, mais je regarde juste la rentabilité actuelle du maïs-grain. Peut-être tu devrais mettre dans ton équation à quelque part un effet associé à la dégradation. Ça va être quoi l'impact financier? Ça va peut-être changer ton niveau de décision. Fait que d'avoir un bilan prévisionnel pour des gestionnaires d'entreprise, c'est un classique. Alors, dans ce cas-là, c'est encore plus vrai quand on finance l'achat d'une terre qui n'est quand même pas donnée ces jours-ci pour les prochaines années. Revoir les séquences de rotation longues, puis évaluer la pertinence des systèmes agroforestiers. Ça, c'est clair, je reviens là-dessus. Puis évidemment, le classique pour le compactage, ça reste, je ne veux pas parler de ça, je pense que c'est bien connu, mais l'équipement trop lourd, la taille des pneumatiques, la pression des pneumatiques, circulation localisée reste d'avenir. Une question qui revient, qui peut vous aider là-dedans? Au Réseau québécois de recherche en agriculture durable, c'est un réseau de recherche. Il existe une formation qui est clinique de santé des sols, où est-ce que vous évaluez santé physique, santé biologique, puis santé chimique, ça dure 4 jours. Alors ça, c'est au mois de juin à l'Université Laval. Ça fait que je vous invite à contacter le réseau. Louise Tremblay, s'il y en a qui s'intéressent, je vous donnerai les références ou je pourrai les faire suivre à Muriel. Les protocoles existent, ce n'est pas des nouvelles affaires, ça existe depuis des années. Actuellement, l'ICDO va faire de l'analyse en cylindre. Si vous recueillez vos cylindres et vous voulez les faire faire, ils ont ce qu'il faut, ils ont l'expertise nécessaire, ils ont un physicien du sol en place qui peut faire les analyses. Vos clubs conseils, les firmes de génie conseil étaient en mesure de le faire quand ils faisaient les plans de drainage. Là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Je ne le sais pas. Je mets des points d'interrogation pour vérifier au cas par cas. Mais dans plusieurs cas, on me dit, on n'est pas intéressé, on n'a pas assez de demandes. Ça fait que c'est le Prisme en ce moment, qui est un club conseil pour les producteurs maraîchers. Eux sont en train de mettre en place
un système pour leurs producteurs, là, pour eux. Je sais qu'il y a des compagnies de drainage qui ne veulent pas qu'on les nomme, mais il y a des compagnies de drainage qui ont les technologies internes pour mesurer qu'ils le font pour eux autres à l'interne, okay, dans leur diagnostic. Puis, il y a des grosses entreprises aussi qui se sont dotées grosses entreprises maraîchères, sont dotées d'un spécialiste en conservation, dont le mandat, c'est carrément de conserver les sols. C'est ça, sa job à temps plein. Là. Fait qu'il y a vraiment des gens qui bougent dans le secteur. Puis moi, ce qu'on me dit, un des partenaires là-dedans, ce qu'il me dit, c'est qu'en ce moment, c'est des gros projets qui se négocient d'entreprises qui en ont fait une décision d'entreprise, qui dit nous, on bouge, puis on s'en va avec des caractérisations systémiques. Ça fait qu'il y a du monde qui bouge. À quel rythme, on ne sait pas, mais ce qui est clair, c'est que ça serait le temps de bouger d'après les données qu'on voit là. Et moi-même, je travaille avec une firme qui s'appelle Edafis qui fait du conseil de deuxième ligne, c'est-à-dire les agronomes de terrain sont mal pris puis ils ont bien de la misère dans leur interprétation. On va les aider, on n'est pas là pour les compétitionner, mais s'ils sont dans la sauce, ben, on va les aider à sortir de là pour avoir un petit peu plus clair. Alors, dans les tonnes de raison et de façon d'agir, 12,5 tonnes, c'est possible, OK, puis ça serait très rentable d'y arriver, il y a moyen d'y arriver. Par contre, il faut faire attention au compactage, puis il faut le diagnostiquer correctement. On pourrait arriver à réduire les doses d'engrais. Alors, ça, c'est clair. Il y a une tonne d'argent en jeu. La rentabilité à long terme, mettez-la dans le portrait parce que ça, c'est une variable importante. Et puis là, il va falloir regarder vers d'autres systèmes pour reconstruire les sols dans certains cas, parce que juste dans la rotation de maïs-soya, on n'arrivera pas. Les systèmes intermédiaires, on n'a pas assez d'informations aujourd'hui pour conclure là-dessus, mais le plus vraisemblable, c'est que ça va donner des effets entre les deux, puis ça va prendre du temps à les observer. Et puis finalement, ben, tout surveiller quand même ce qui se passe du côté des dossiers de crédit carbone. Parce que s'il y a des gens qui réussissent, bon, on a un des partenaires, nous, il a réussi à faire financer une bonne partie de sa plantation. Toute une partie de son sol, 10 hectares, je pense, 12 hectares qui s'en vont carrément en production de biomasse, là, dans des fins de restructuration. Ils ont réussi à en faire une partie grâce au programme. Il y a différents programmes qui existent là-dessus. Mais la première décision, ça serait de savoir où est-ce qu'on se situe un peu dans tout ce portrait de dégradation-là. Donc, en conclusion, on veut rester à 12 tonnes, on est producteur laitier, on garde notre luzerne, ça était déjà là, on s'en va surtout pas en maïs en silage, ça sera à peu près la paix. Vous pouvez avoir d'autres raisons d'y aller, mais ça sera à peu près, d'un point de vue santé des sols, c'est carrément pas la bonne décision. Okay? Et on restaure les bosquets si nécessaire. Si ça n'arrive pas à drainer parce que c'est compacté trop profond, il va falloir penser vraiment à restaurer certains bosquets qui ont des fonctions de drainage importantes. On est à 12 tonnes aujourd'hui en maïs soya, puis ça va bien, on réintroduit graduellement des rotations pour maintenir les profits. Il y a trop d'études qui démontrent que les sols vont se dégrader. Le rythme peut varier, mais il n'y a pas de sol qui pardonne là-dedans. Puis le tassement puis le compactage vont les affecter tôt ou tard comme les autres. On est à 10 tonnes, puis on va améliorer la santé des sols. On introduit graduellement des rotations sur des petites parcelles pour commencer à voir le changement, puis diminuer l'impact financier. On commence à bouger. Si on veut juste grossir avant de vendre, je dis, vous avez 5-10 ans. Le portrait va être de moins en. Puis après ça, bref, vous avez des tonnes de raisons et de façons d'agir. Fait que merci beaucoup.